de passer la parole à Ali Reza, moi simplement pour dire que je reviens juste de l'ONU où j'ai couvert pour Radio France l'AG, l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est vrai que la France voulait que le multilatéralisme soit au cœur, et d'ailleurs M. Le Drian nous a dit le multilatéralisme c'est un humanisme, mais c'est vrai que cette AG a été plutôt l'anti-multilatéralisme. On a vu les interventions d'abord de M. Bolsonaro qui a expliqué que la forêt d'Amazonie était brésilienne, qu'elle ne brûlait pas et que personne ne devait s'en mêler. On a eu après droit à M. Trump qui a expliqué aussi qu'il fallait fermer les frontières. Donc c'est vrai que c'était, pour ceux qui sont partisans du multilatéralisme, c'était assez compliqué. Et aussi on a eu droit à cette séquence sur l'Iran où il y a eu des tentatives de faire parler au téléphone, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse, le président Trump et le président Rouhani, ça s'est pas fait. Donc on voit bien que c'est vrai que sur des sujets comme le climat, ne serait-ce que l'Amazonie, sur des sujets, donc la crise actuelle sur l'Iran, on voit bien que c'est très compliqué de faire jouer les gens ensemble et de résoudre les crises. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à Ali Reza, qui va parler de l'Iran, qui est la crise chaude du moment, où on voit bien que là il y a une grosse impasse, il y a une accumulation de tensions, et voilà, en 10 minutes. Je vais en effet parler du multilatéralisme avec la vision iranienne. En 10 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux. Regardez, le fait est que l'on veuille ou pas, depuis une quarantaine d'années, depuis la Révolution, l'Iran se veut être le porte-étendard du multilatéralisme. Et ça peut paraître assez anecdotique, mais si vous allez en Iran, au niveau en haut du portail d'entrée principale de notre ministère des Affaires étrangères, c'est écrit ce qui était le slogan, l'un des slogans de la Révolution, à savoir ni Est ni Ouest. Ça signifie quoi? Certes, il y a le désir iranien de l'indépendance. Tout Iranien a soif d'indépendance de manière inimaginable. Mais au-delà, ça signifie qu'on refuse l'unilatéralisme. On refuse un monde unipolaire ou bipolaire. Et maintenant, la réalité aujourd'hui. La réalité, du moins dans la vision iranienne, c'est que l'on veuille ou pas, il y a les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance militaire du monde. Lorsque vous dépensez pratiquement 36% du budget militaire mondial, pratiquement 700 milliards de dollars, et certains disent que ça va aller vers 1000 milliards de dollars, vous êtes la première puissance militaire du monde et pour longtemps. Ils sont aussi en même temps la première puissance économique et financière tant que le dollar a la puissance actuelle et tant que l'euro n'a pas été capable de remplacer le dollar. Bon, ils gardent aussi une puissance financière. Et à cela, vous ajoutez bien évidemment la puissance numérique avec les GAFA et surtout leur avancée en matière d'intelligence économique. Certes, vous me direz que les États-Unis, c'est une puissance en déclin. Vous me direz qu'ils sont plus ou moins talonnés par la Chine dans le domaine militaire de plus en plus, mais surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais cela n'empêche que l'on veuille ou pas, ça reste la puissance dominante. Et ils utilisent, ils usent et ils abusent de cette capacité. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des lois extraterritoriales américaines, leur influence au niveau des entreprises françaises, et nous, Iraniens, croyez qu'on sait ce que ça signifie. Donc déjà, c'est une puissance et ils utilisent au maximum leur capacité. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont beaux, la première puissance mondiale, ils ont une capacité, certes, de déstabiliser, de créer les tensions, de créer le conflit, mais ils n'ont surtout pas la possibilité ni la capacité de créer la stabilité. Sinon, croyez qu'en Afghanistan, après leur présence sur pratiquement une décennie, ils auraient pu faire mieux que d'essayer de négocier avec les talibans. En Irak, ils n'ont jamais été capables de créer le moindre stabilité. Donc, en un mot, c'est une puissance, c'est une première puissance mondiale, mais pas une puissance capable de créer la stabilité, en tout cas pas au sol. Et en plus à cela, d'après la vision un peu iranienne, on a affaire aujourd'hui à des défis qui sont des défis globaux. Lorsque vous avez le problème du radicalisme, et dans notre région, on sait ce que cela signifie. Lorsque vous avez le problème de l'extrémisme et du terrorisme,
Et ça, je pense que tout Iranien est bien placé pour savoir les dégâts que cela peut faire. Lorsque vous avez le problématique du climat, et je pense que la France est bien placée pour savoir le problématique climatique, et en même temps le problème de l'immigration, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des réponses que je qualifierais de collectives à ces défis globaux. Maintenant, quelle peut être la solution ? La solution, d'après la vision iranienne, ne peut venir que d'une coopération entre des puissances moyennes ou des puissances émergentes. Autrement dit, une coopération entre des pays tels que la Russie, des pays certes tels que la Chine, des pays tels que l'Iran, des pays tels que l'Inde, le Brésil, la Turquie. Maintenant, vous pouvez me dire que c'est bien beau tout cela, mais de manière pratique. Eh bien, de manière pratique, je pense qu'en tout cas, il y a un certain nombre d'exemples dans la vision iranienne où on a montré que le multilatéralisme peut donner des résultats concrets. L'accord nucléaire en est l'exemple. L'accord nucléaire a été signé quand même entre l'Iran et ce qu'on appelait les pays 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Et en plus, il y a une résolution des Nations Unies, donc la résolution 2231, qui l'a soutenue, qui l'a approuvée. Donc là, je pense que c'était quand même une victoire assez inédite de la diplomatie pour montrer qu'en effet, la diplomatie est capable de résoudre l'un des problématiques principaux. Maintenant, vous me direz que le résultat n'a pas été vraiment ce qu'on espérait. Oui, parce qu'entre-temps, on a eu M. Trump qui a décidé de sortir de l'accord nucléaire en mai 2018. Et entre parenthèses, c'est la première fois, sauf erreur de ma part, dans l'histoire où l'un des membres permanents du Conseil de sécurité renie sa propre signature. Enfin, il y a un autre exemple, l'exemple très touchy, mais c'est l'exemple syrien. Que l'on veuille ou pas, le processus de paix d'Astana qui a été instauré par la Turquie, l'Iran et la Russie donne quand même un résultat relatif, je veux bien, mais quand même donne un résultat. Alors que le processus de paix de Genève, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas donné grand-chose. Prenez l'exemple du Yémen. Vous me direz que c'est un mauvais exemple parce qu'il y a un massacre généralisé au Yémen, mais cela n'empêche que n'oubliez pas, il y a eu des discussions entre l'Iran et les 4 pays européens, autrement dit la Troïka européenne, plus l'Italie. Et le résultat de ces discussions, c'était que de part et d'autre, on a réussi à utiliser notre influence du côté iranien et du côté européen pour amener toutes les parties yéménites à aller à Stockholm et à lancer, sous la supervision des Nations Unies, ce qu'on appelle le processus de paix de Stockholm. D'accord, vous me direz qu'après, personne n'a trop respecté le cessez-le-feu et la situation perdure. Mais au moins, cela a montré que le multilatéralisme peut donner un résultat. Il y a la question du Haut-Karabakh. Beaucoup de gens l'ont oublié. Lorsque le conflit en Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a éclaté, l'Iran a été le premier pays à jouer le rôle d'intermédiaire et on a quand même réussi à créer, via ce système multilatéral, un semblant de cessez-le-feu. L'Afghanistan, c'est un autre exemple. Je peux aussi parler de la lutte contre le terrorisme, où il y a eu une coopération vraiment multilatérale entre que ce soit l'Iran, l'Irak, la Syrie. Et quoi qu'on en dise, et je sais que parfois peut-être tout le monde n'aime pas entendre cette réalité, mais s'il n'y avait pas l'Iran, déjà, le Kurdistan irakien serait entre les mains de Daesh, Bagdad serait entre les mains de Daesh et Damas aussi. Ça, c'est une réalité et tout le monde, parmi les experts, commence à l'admettre. Et à tout cela, on peut ajouter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe Persique, l'initiative qu'on appelle l'initiative de paix d'Ormuz, où l'objectif, c'est qu'il y ait une coopération entre l'Iran et l'ensemble des pays de la région du Golfe Persique pour à la fois assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Donc en un mot, parce que j'ai encore 2 minutes, l'exemple en tout cas de pas mal de choses que du côté iranien on a tenté montre que la situation actuelle à travers le monde ne peut trouver de résultats que via le multilatéralisme. Par contre, encore une fois, comme je l'ai dit dès le départ, que l'on ne veuille pas, les États-Unis restent la première puissance. Ils peuvent tout détruire, mais ils ne peuvent surtout pas construire. Merci. Bon, la dernière Assemblée des Nations Unies a montré combien ce multilatéralisme était en danger. Je dirais même qu'il est en miettes. Il est en miettes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui.
Ça date d'au moins 30 ans. Alors évidemment, l'actuelle administration américaine et le président des États-Unis, qui ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord, ont fait tomber les masques et aussi les gants d'ailleurs, d'une vieille pratique. Mais on sait que notre grand allié est depuis toujours capable du meilleur et du pire aussi. Je pense que la remise en cause des traités ABM, FNI, START, JCPOA par l'Amérique, des accords de Paris, les tensions sur Jérusalem, tout ça, ce ne sont que les stigmates, les jalons un peu tristes et les plus récents d'un long processus de déconstruction des principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, tout simplement. C'est-à-dire l'intangibilité des frontières, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, l'intervention militaire sous chapitre 7, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il y a une véritable menace sur la paix et la sécurité internationale. On voit bien que dans tous les conflits dans lesquels on est intervenu, l'Occident, d'une manière ou d'une autre, en coalition ou tout seul, est intervenu depuis 30 ans, on est quand même assez loin de ce type de menaces. Tous ces principes protégeaient d'une certaine façon, ont permis quand même une coexistence depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en dépit de l'évidente diversité des poids, des puissances entre les États. Et donc finalement, ce sont les idées aujourd'hui même d'égalité, de liberté, de fraternité, ça ne vous étonnera pas que je cite ces trois-là, mais aussi de dialogue et de respect comme mode de résolution des différends internationaux qui sont mis à mal. Alors j'ai dit que ça remonte à 30 ans, même si je suis heureuse qu'on en parle aujourd'hui. En fait, pour moi, ça remonte un peu... je pense que le véritable premier gros coup de canif mis a été la fameuse guerre dite du Kosovo, c'est-à-dire en fait la guerre contre la Serbie, par l'OTAN en 1999. Et donc cet unilatéralisme américain, bien sûr en coalition, et nous en avons été de ces coalitions, nous Français, c'était un peu la rançon de la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire des autres, essentiellement dans l'idée américaine. Et surtout, cette espèce d'utopie, de rêve un peu enfantin, que les États-Unis allaient demeurer l'unique superpuissance. Alors après, on a eu la guerre contre la terreur, à géométrie très variable, la déstabilisation active du Moyen-Orient, au nom de la démocratie, de la nécessité de protéger les populations civiles. Le résultat, c'est quand même un chaos très peu constructif et très, très sanglant pour les populations civiles. C'est l'ironie du sort, c'est-à-dire c'est ce que moi je dénonce parce que je trouve ça insupportable, c'est-à-dire finalement ce cynisme au nom des droits de l'homme, l'imposture des bons sentiments, comme on dit vulgairement. Voilà, ce sont des paradoxes tristes. Pour moi, le moralisme cynique avait des arrière-pensées très prosaïques, on les connaît tous, la prédation, la justification de l'OTAN, l'entretien des figures ennemies, etc. Mais l'interventionnisme débridé a des résultats vraiment tragiques sur les principaux bénéficiaires affirmés de cet interventionnisme. Pendant ce temps, il se passait des choses. Jean-François Di Miglio nous en parlera sans doute, mais il y avait une nouvelle puissance qui, à sa manière, discrète, méthodique, mais extrêmement organisée, émergeait, la Chine. Donc une nouvelle bipolarité, c'est-à-dire que, bien sûr, on a envie d'unilatéralisme, mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a une nouvelle bipolarité stratégique de tête qui est en train de se structurer à travers tout un tas d'épisodes que vous connaissez tous. Simplement, en dessous, ça ne va pas être l'alignement, comme pendant la guerre froide. Parce que certains États se sont réveillés, certains peuples se sont réveillés, ils ont compris que l'alignement ne leur garantirait pas la protection, bien au contraire, surtout la vassalisation. Et donc, ils commencent à mettre leurs œufs dans divers paniers.
pour survivre, tout simplement. Donc ça se voit à peu près partout, dans tous les sujets, Moyen-Orient notamment, on pourra peut-être en parler. Donc l'alignement n'est plus à la mode, mis à part dans les cerveaux un peu sclérosés quand même d'un certain nombre de responsables, notamment européens, qui n'ont toujours pas envie d'ouvrir les yeux, de sortir un peu de l'enfance stratégique, comme je dis, et de prendre leurs responsabilités pour aider à l'apaisement général. Voilà, mais la vassalité, c'est pas rassurant, ça n'évite pas les dangers, et ça ne dispense pas de penser le monde par soi-même. Alors qu'a fait l'Amérique face à cela, à cette nouvelle émergence de la Chine, de plus en plus impressionnante, comme Alireza Khalili l'a rappelé, eh bien, elle s'est crispée dans un spasme de puissance, et c'est ce qu'on vit, en fait. C'est-à-dire un Occident et une puissance de tête occidentale qui ne supporte pas l'idée de ne plus être toute seule, qui ne supporte pas le discrédit moral et politique qui est le sien et qui est évident, et qui donc le refuse, cherche à faire rentrer tout le monde dans le rang et continue dans sa vision de la puissance. Et la vision, donc j'allais dire l'empire contre-attaque, quoi, si vous voulez, c'est un peu, bon, sans jeu de mots, mais de manière désordonnée, avec un espèce d'interventionnisme urbi et orbi un peu partout. On le voit en Amérique latine, c'est la nouvelle doctrine Monroe, là on est reparti. On le voit au Moyen-Orient, bien sûr. Et donc il y a cette idée de la puissance qui est la nôtre, qui est une puissance, qui est beaucoup moins l'idée française qu'américaine, mais malgré tout, cette idée qu'on est dominant en l'emportant sur l'autre, en cherchant cette invulnérabilité. Alors on l'a encore financièrement, on la cherche technologiquement, on cherche à creuser les derniers gaps avec la Chine. Et puis concrètement, on cherche à faire rentrer dans le rang toutes les clientèles, vite. Et là, évidemment, les États-Unis pratiquent l'unilatéralisme clairement à travers l'extraterritorialité. Donc là, c'est très net. C'est une forme d'intimidation, de raquette, de chantage. Alors on a la lutte contre la corruption qui sert à pénétrer les entreprises et à les piller ou à les dépecer. On a la stérilisation de marchés entiers en attendant que ce soit fait aux conditions américaines via l'extraterritorialité du droit américain, dont vous connaissez beaucoup de choses, donc je vais pas m'étendre. Mais donc, cette extraterritorialité, elle est juridique, elle est normative, et il y a quand même des risques associés très, très importants. Bien sûr, pour l'ordre international, ou même le désordre plus ou moins maîtrisé international, et puis surtout pour beaucoup d'entités nationales qui sont déjà fragilisées. Je ne parle même pas de nous, mais dans un certain nombre de parties du monde, c'est clair. Et tout ça, cela reflète donc cette conception de la puissance comme une pure attrition, comme une quête perpétuelle de l'invulnérabilité, comme un refus, en fait, du dialogue, de la coopération. Un bon allié est un allié soumis, un adversaire est forcément un ennemi mort, si possible, ou vraiment à plat. Et la paix, finalement, c'est le silence, c'est l'obéissance. Le problème, c'est que ça ne marche plus, ça ne convainc plus, ça n'entraîne plus, ça n'emporte plus, y compris chez nous, mêmes Européens. Alors que faire ? Moi, je dirais qu'il faut se réveiller, là. Il faut calmer le jeu, effectivement. Il faut sortir des postures infantiles. Il faut arrêter toutes ces salves de sanctions, de contre-sanctions, de représailles. Parce que on prend quand même... Enfin, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Et je suis malgré tout française. Et je pense qu'il faut sauver le soldat Occident. Mais malheureusement, on va devoir le sauver presque malgré lui. Voilà, et avec d'autres armes que celles qu'il imagine. Je pense que les relations internationales ne sont pas un jeu à somme nulle. Je pense que le joueur d'échecs, même le joueur d'échecs, est de plus en plus en difficulté face à des manœuvres d'enveloppement non létales du joueur de Go. Je pense qu'il faut se souvenir qu'on est quand même près de 200 États à l'ONU.
que le dogmatisme moralisateur fait donc infiniment plus de morts que le réalisme pragmatique, c'est pour ça que j'ai créé Géopragma, qu'il faut admettre que la paix n'est pas la mort des autres, mais leur association à des processus multilatéraux qui peuvent au départ d'ailleurs être, comme l'a rappelé Ali Reza, des petits groupes qui progressivement, à travers leur succès, et si on ne cherche pas à les déboulonner systématiquement, peuvent produire de véritables effets apaisants. Et voilà, il faut chercher l'amélioration des tensions. Donc il faut, alors que ce soit l'Organisation de coopération de Shanghai, que ce soit Minsk, le processus et le dialogue, que ce soit Astana, bien sûr, en Syrie, ce sont des embryons importants de résolution de crises régionales. Je pense aussi que cette initiative d'Ormuz d'associer l'ensemble des pays du Golfe, j'ai presque fini, dont l'Arabie Saoudite est une excellente idée. Je crois aussi qu'il faut revenir tout simplement à la souveraineté, arrêter de la diaboliser, parce que sinon, eh bien, c'est le règne non seulement de la loi de la jungle, alors on appelle ça la common law, les règles, les contrats. Enfin, c'est essentiellement la fin du droit international qui est quand même très mal en point et qui est tout ce qui nous reste pour ne pas se détester véritablement. Redécouvrir le sel de la négociation, du compromis et la valeur insigne du respect. Mais le respect, ça passe par la confiance et ça passe aussi par arrêter le procès en permanente présomption, non pas d'innocence, mais de culpabilité. Ça fait trop de morts. Voilà. Et encore une fois, le soldat occident, finalement, il n'y gagne pas. Donc je dirais, pour finir, que si on veut parler du multilatéralisme comme clé de la paix, il faut d'abord s'entendre sur ce que l'on appelle la paix. Comment engager la Chine ? Parce que en réalité, le multilatéralisme, la Chine a toujours mimé, ou en tout cas indiqué qu'elle en était tout à fait partisane. Quand on était à peine un petit peu plus jeune, Pierre connaît ça et moi, nous passions devant Tiananmen et on pouvait lire cette fameuse phrase qui nous amusait beaucoup: nous avons des amis partout dans le monde. Donc c'est pratiquement la définition du multilatéralisme, ou en tout cas du multilatéralisme à la chinoise, qui justement, comme Caroline l'a indiqué aussi, est une façon probablement plus insidieuse de réinstaurer une forme d'ordre qui n'est pas forcément compatible avec ce que nous souhaitons, mais néanmoins qui porte en lui des germes sur lesquels il faut travailler. C'est un petit peu le sens de mon intervention, mais si on veut trouver ces germes, il faut naturellement aussi dénoncer ce que je fais amicalement, comme on dit, en vieil ami de la Chine, que je connais depuis 40 ans. Véritable vieil ami de la Chine, absolument, que je connais depuis 40 ans, qui fête ses 70 ans oui, hier, effectivement, hier. Mais elle a quand même une longue histoire, et son histoire du multilatéralisme, il se retrouve un petit peu ces jours-ci, parce que le multilatéralisme à la chinoise, aujourd'hui, c'est un multilatéralisme, on en reparlera certainement dans les échanges, et puis je le mentionnerai aussi en conclusion, c'est aujourd'hui quelque chose qui porte un nom, qui s'appelle la route de la soie. Bon. La route de la soie, vous ne pouvez pas aller en Chine si on ne vous parle pas de la route de la soie, vous ne pouvez pas rencontrer un interlocuteur chinois si vous ne parlez pas de la route de la soie. Il ne vous échappe pas que la route de la soie, ces temps-ci, pour des raisons complètement exogènes, qui ne tiennent pas aux défauts propres de la route de la soie, elle n'est pas forcément très bien en point. Mais la route de la soie, elle a cet avantage qu'elle nous renvoie à des temps immémoriaux de la Chine, et à une époque où la Chine, effectivement, commerçait avec un certain nombre de nations. Mais elle commerçait de quelle façon ? Elle commerçait de façon qu'on appelait à l'époque tributaire. Et la façon chinoise de comprendre le multilatéralisme, je ne dirais pas que la façon trumpienne, c'est moi d'abord, mais je dirais c'est quand même
mes intérêts en premier. J'ai eu un échange très récent avec un des think tanks chinois qui est notre correspondant. On travaille très régulièrement avec des think tanks chinois. C'est extrêmement important pour nous de savoir un petit peu ce que pense la Chine, comme on dit. Et quand on les défiait un petit peu, pour ne pas utiliser le mot anglais de challenger, mais quand on les défiait un petit peu sur leur approche du multilatéralisme, ou en tout cas de leur façon de voir l'organisation du monde, ils nous ont dit, mais écoutez, la roue de la soie, c'est le multilatéralisme. On dit, oui, mais à chaque fois que vous signez, par exemple en Italie, un accord pour dire, oui, on va faire partie de la roue de la soie, vous le signez avec un seul pays. Donc c'est pas du multilatéralisme, c'est du bilatéralisme. Et leur réponse est, ah oui, mais pour faire du multilatéralisme, il faut commencer étape par du bilatéralisme. Alors là, je crois qu'on est très très mal parti. Et là, je crois qu'il faut avant tout décrypter ce langage de la Chine quand elle parle. En fait, le terme chinois, c'est duo bi en zhui, c'est-à-dire la théorie qui consiste à avoir plusieurs facettes dans ces relations internationales. Mais ça ne se traduit pas vraiment par multilatéralisme. Ça se traduit plutôt par multipolarité. Et en fait, ce qui intéresse la Chine, c'est un monde multipolaire. Et ce monde multipolaire, excusez-moi de faire référence à la langue chinoise, mais duo, ça veut dire aussi la diversité. C'est-à-dire que dans ce monde multipolaire, on choisit, Caroline l'a dit aussi, au fur et à mesure, selon les circonstances, ses alliés. Alors, du côté de l'Iran, on a beaucoup de chance parce que sans que l'Iran soit un all-weather friend, comme on le dit à propos, vous le savez, d'un pays qui est un tout petit peu plus à l'est de l'Iran, la Chine n'a qu'un seul all-weather friend, c'est le Pakistan. Bon, l'Iran n'est pas un all-weather friend, mais néanmoins, il n'y a pas eu de revirement. En tout cas, pas de revirement majeur de la Chine par rapport à l'Iran. Mais ce que je souhaite dire, c'est que ce multilatéralisme à la chinoise, en tout cas cette idée de monde multipolaire, naturellement, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que, bien sûr, ça nous renvoie aux contradictions que Caroline a mises en évidence. Quelqu'un dont l'évocation vous surprendra peut-être dans ce cercle, qui est le président Sarkozy, au MEDEF, il y a un mois, Sarkozy évoquait la nécessité de revoir les institutions internationales. Nous disait, le G20, ça ne marche plus. Bon, alors effectivement, donc l'idée se propage d'intégrer de nouveaux pays et d'intégrer effectivement des émergents, même si la Chine n'est plus tout à fait un émergent, dans la gouvernance internationale. Le G7 d'Osaka était consacré au multilatéralisme, avec les résultats effectivement plus ou moins désastreux qu'on a pu voir. En tout cas, le président américain n'est pas parti cette fois-ci. Il n'a pas déchiré le communiqué après avoir été présent comme il l'a fait au Canada. Imaginez même que cet événement mondial, qui est le Futuroscope fin août chaque année, a été consacré cette année au multilatéralisme. Donc on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, peut-être depuis 30 ans, mais on en parle plus que jamais. Mais si on en parle, c'est naturellement, Caroline l'a dit, parce qu'il y a ce nouveau pays qui arrive, qui nous pose problème et qui présente cette forme de diplomatie que moi je qualifie, avec une petite référence que je développerai à la langue chinoise de nouveau, comme diplomatie de jade. C'est-à-dire qu'une diplomatie qui, comme le tailleur de jade, va très très loin quand c'est mou et s'arrête très très vite quand c'est dur. Alors, c'est pas forcément contraire à l'esprit diplomatique, mais ça donne à la Chine une très grande capacité d'aller très loin quand c'est mou. Et donc, il ne faut pas être trop mou. Exemple, en fait, les institutions parallèles. Oui, l'organisation de Shanghai, c'est très beau, je suis d'accord, c'est bien, c'est une belle invention. Mais très souvent, les institutions chinoises sont là en secours, au cas où toutes ces belles institutions qui préexistaient à l'émergence de la Chine ne marcheraient pas, eh bien, on en constitue d'autres. Alors, c'est vrai dans le monde économique, parce que, à défaut d'internationaliser le yuan, la monnaie chinoise, on la cantonne à une région,
À défaut de faire la route de la soie jusqu'à Duisbourg, parce qu'on dit qu'elle va jusqu'à Duisbourg, on va la faire jusqu'en Asie centrale. Et donc le risque sur lequel je souhaiterais terminer, c'est que si on n'engage pas suffisamment la Chine, qui a une vision très particulière et très personnelle, je dirais, du multilatéralisme, qui est en fait une multipolarité, on aboutisse à une fracturation du monde. On a évoqué les GAFAM. Bien sûr, le numérique, c'est un terrain idéal pour fracturer le monde, parce que si on a une partie du monde qui est numérisée chinois et une partie du monde qui est numérisée américain, on n'en sortira pas. Vous direz, de nouveau, ça renvoie la balle du côté européen. Je pense que du côté du numérique, ça va être très très difficile et ça va coûter beaucoup d'argent de casser cette bipolarité qui s'installe. Néanmoins, il y a effectivement, et je reviendrai là-dessus, des germes dans la position chinoise qui ne demandent qu'à être engagés. La Chine, d'une certaine façon, elle a peur de s'engager. Le monde, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et contrairement à ce que son histoire de pays qui recevait des tribus pourrait laisser imaginer, le monde n'est pas aussi simple pour la Chine et aussi facile à déchiffrer. Sans dire qu'il faut lui tendre la main, l'aider à comprendre ce monde, je pense que moins ce monde l'effraiera, moins elle aura l'impression qu'il est tourné contre elle, comme elle en a l'impression à Hong Kong, mais de la faute des dirigeants chinois. Il n'y a aucun doute pour dire que c'est bien l'impasse dans laquelle les dirigeants chinois se sont mis eux-mêmes que la situation à Hong Kong est si compliquée. Mais si elle a l'impression qu'effectivement on souhaite son inclusion, les choses iront un peu mieux. Je conclurai là-dessus. Beaucoup de choses ont été dites, mais moi, mon propos ne consistera pas évidemment à parler d'une position européenne, premièrement parce qu'il n'y en a pas. Et on a pu le voir à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, où aucun des pays européens n'a eu une convergence de point de vue, que ce soit sur les grands dossiers planétaires climatiques ou que ce soit sur la question iranienne. D'ailleurs, on a vu précisément que sur la question iranienne, il y a un hiatus qui s'est créé. Il me semble que la Grande-Bretagne a accepté de faire partie d'une éventuelle coalition navale, alors même que les deux autres pays européens, la France et l'Allemagne, restent arc-boutés, figés sur la négociation à partir de 2023 de nouveaux accords sur le nucléaire qui a été signé en juillet 2015. Donc il y a là aussi une difficulté à parler d'un objet qui n'existe pas. Alors je ne voudrais pas paraphraser le président de la République. Le président de la République nous enjoint à avoir une diplomatie agile, une diplomatie disruptive, d'avoir de l'audace, de réinventer un cadre commun du bien commun. Encore faut-il que les instances pour ce faire soient légitimes. Je rappelle quand même que l'Assemblée générale des Nations unies a fêté son 74e anniversaire, que l'OTAN a fêté son 70e anniversaire en avril dernier, et que bien évidemment, et puisque le président Macron était hier à Strasbourg, que le Conseil de l'Europe a également fêté son 70e anniversaire. Il faut s'en réjouir, car c'est une nostalgie qui évidemment nous rappelle que le 10 décembre 1948, René Cassin avait façonné les relations internationales à travers ce qui n'existe plus et me semble devoir être interrogé, cette diplomatie des 3D, les droits de l'homme, la démocratie, le développement économique, basé évidemment sur le libéralisme. Bref, une diplomatie de normes et de droits, et non pas une diplomatie du plus fort, comme les deux précédents exemples l'ont montré. Ensuite, ce que je voudrais dire en propos liminaire, c'est que parfois le multilatéralisme se décline en écho avec l'interventionnisme. Un rapport d'un think tank de l'université Brown, de l'Institut Watson, évoque le fait que depuis l'interventionnisme américain de 2001, c'est près de 500 000 personnes qui sont mortes à travers les implications, Ali Reza l'évoquait, 18 années de présence en Afghanistan, avec évidemment beaucoup de victimes civiles, près de 100 000, beaucoup de victimes évidemment militaires. La France a perdu 90 hommes et l'OTAN en a perdu 3500. Mais au-delà de tout ça, ne jamais oublier que parfois le système onusien, avec l'immensité de son budget, le département des opérations de maintien de la paix a voté à l'occasion de l'Assemblée générale une confirmation d'un budget conséquent, 6,5 milliards de dollars, avec 110 000 casques bleus qui sont présents dans 14 opérations de maintien de la paix, avec là aussi une interrogation sur l'usure, la légitimité et l'efficacité, quand on sait que, par exemple,
que la plus vieille mission des Nations Unies, celle qui est gagée sur la trêve conclue en 1948 entre Israël, entre l'Égypte et le Liban, a 71 années d'existence, avec là aussi une recrudescence, comme chacun sait, de l'insécurité à la frontière avec le Liban Sud. Je pourrais évidemment évoquer d'autres exemples qui me sont particulièrement chers. J'ai quelques amis afghans dans la salle. Évidemment, l'implication forte de la communauté internationale en Afghanistan n'a, malgré les 4 000 milliards de dollars d'investissement, et comme je l'évoquais, les nombreuses victimes civiles et militaires, n'ont pas abouti à garantir cette paix. Donc la première chose à évoquer, c'est le fait qu'il y a une fatigue, une usure de ce système international. Avec là aussi, sans doute, un élément que je souhaiterais approfondir, bien sûr, l'indépendance nationale, la souveraineté territoriale, qui, je rappelle, avait été évoquée brillamment, et depuis beaucoup moins brillamment par le général de Gaulle, quand il a prononcé son discours à Phnom Penh en 1966, où il rappelle que la France est la puissance du multilatéralisme, parce que la France est la seule puissance non alignée. Non pas un pays non aligné, mais une puissance non alignée, en rappelant qu'elle pratique l'équidistance stratégique, et que 2 années plus tôt, elle avait reconnu la République populaire de Chine. L'année précisément, en 1966, elle quittait l'Alliance Atlantique, justement parce que gagée et fortement dédiée à l'indépendance nationale, et que bien évidemment, Moscou était plus proche de sa capacité de dialogue que ne l'était Washington, ce qui est vrai il y a près de 50, 60 ans, me semble-t-il, l'est toujours. Et je crois qu'il faut aussi avoir à l'esprit que pour avoir un multilatéralisme fort, il faut en préalable aussi avoir un régionalisme fort. Je crois qu'il y a une proximité de l'intégration régionale qui, justement, au-delà des structures qu'a évoquées Jean-François, moi, c'est effectivement, on a toujours tendance à vouloir comparer, mais c'est vrai que quand il y a un sommet du G7, je prends que l'exemple du sommet de la Malbaie. Souvenez-vous, le sommet de la Malbaie, juin 2018, on n'avait pas un G7, mais un G6-1, puisque le président Trump était parti avant, furieux, en ne signant aucun communiqué et en disant qu'il récusait toutes les décisions qui avaient été faites. 1 mois plus tard, à Qingdao, en Chine, se réunissait le groupe des 8 de Shanghai, avec là aussi la présence comme observateur de l'Iran, avec là aussi une décision à faire en sorte que le multilatéralisme change de lieu géographique, et d'où l'émergence de nouvelles structures. Je les évoque très rapidement, le groupe des 11 pays émergents, et bien évidemment le G20 qui a vocation à s'élargir, à devenir G30. Donc au-delà de ce rappel préalable, mais non pas presque conclusif, mais en tout cas structurant mon intervention, je voudrais peut-être développer une idée qui me semble peu mise en débat quand on parle de la véracité, la légitimité du multilatéralisme. C'est celui de la pluralité de ce multilatéralisme. On a tendance à penser qu'effectivement, quand on voit l'émergence des organisations régionales, qu'on est soit dans une logique qui va nous conduire à un duopole, à une opposition très bipolaire, ça a été évoqué par Caroline et ça a été évoqué par Jean-François, avec ce rappel qu'il y a 2500 ans, on a déjà vu ça. Certains l'appellent le syndrome de Thucydide. Rappelez-vous les guerres du Péloponnèse, une puissance ascendante est en train de chasser une puissance descendante. D'ailleurs, la Chine est devenue la 2e économie mondiale en 2011. Les meilleures analyses disent que d'ici l'année 2030, 2032, elle deviendra la première puissance économique mondiale. En tout cas, au niveau militaire, elle a l'ambition de le faire. Pour l'instant, si l'on agglomère les budgets de défense, de recherche et développement et de dissuasion de la Chine, c'est 300 milliards de dollars par an, un petit peu moins que les 719 milliards du budget américain, mais la croissance est plus forte côté chinois que côté américain, donc inexorablement, mathématiquement, il y aura ce rattrapage. Alors je crois important de rappeler que les relations internationales, mais je ne ferai que paraphraser rapidement le ministre des Affaires étrangères, Jawad Mohamed Zarif, qui le dit fréquemment, ne peuvent pas se résumer à un jeu à somme nulle. La sécurité de l'un ne peut pas obérer la sécurité de l'autre, ou au pire, la sécurité de l'un ne peut pas se faire au détriment de la sécurité de son voisin. C'est la raison pour laquelle, évidemment,
la coalition Espoir ou l'initiative d'Ormuz doivent être suivis avec beaucoup d'attention. Alors, je pense qu'au-delà de la géographie du multilatéralisme, il faut penser la nouvelle sociologie de ce multilatéralisme. Ce que j'appelle une pluralité du multilatéralisme, ou ce que l'on pourrait appeler un monde polylatéral. Dans le sens, et on le voit avec ce qui s'est passé à New York, où les États ne peuvent plus parler seulement aux États. On est sorti du système westphalien pour plusieurs raisons. Premièrement, la volatilité des acteurs qui nous font face, la fragilité de la victoire, ou la relativité de la victoire, ou même l'incapacité pour un État de dialoguer, et on l'a bien vu avec la négociation avortée avec les talibans, avec des organisations dont le but n'est pas un cessez-le-feu, mais bien l'éradication du système politique, institutionnel et logique qui leur fait face. Bref, avec cette multilatéralité des acteurs, il faut sans doute inventer une nouvelle polygouvernance, dans le sens qu'au sein des organisations internationales, il conviendrait d'avoir de nouveaux acteurs, les autorités religieuses, les autorités scientifiques, la légitimité de la puissance économique. Je rappelle quand même, puisque ça a été évoqué par Jean-François, qu'au-delà des GAFA, il y a l'équivalent chinois, et que si on agglomère les entreprises comme Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, ils représentent 750 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc ces acteurs peuvent être des acteurs déterminants, en tout cas des leviers dans la lutte contre le dérèglement climatique, ou même, évidemment, pour stabiliser un certain nombre de régions du monde. D'ailleurs, et je terminerai rapidement par là, à l'occasion de la prochaine tenue du G20 qui, comme vous le savez, se tiendra à Riyad en novembre prochain, aucune structure, alors je permets d'évoquer cela, en donnant la parole ensuite à Pierre, aucune structure étatique ne saurait oublier qu'il y aura en même temps une mobilisation des villes. Et là aussi, il y a une géopolitique des villes qui est particulièrement prégnante. Quand on sait par exemple que la première agglomération mondiale, c'est Guangzhou, près de 50 millions d'habitants, il y a là des leviers, il y a là des acteurs, il y a là des capacités de fédération qui me semblent jusqu'à présent peu utilisées. C'est particulièrement vrai aussi pour les régions. Et je pense encore une fois que c'est vrai pour les acteurs dits de la société civile, même si en France, il y a une certaine forme de nébulosité autour de cette thématique. Et donc, pour conclure, puisqu'il faut aussi avoir une vision prospective et positive, je crois très profondément que pour régler les crises de demain, qui impliqueront des acteurs qui ne sont pas que des acteurs étatiques, il faut justement impliquer de plus en plus les universitaires, ce qu'on appelle la séminaire diplomatie, la diplomatie informelle, développer les différents types de médiation qui ont été évoqués. Astana en est une. Il germe l'idée d'un processus de Tachkent pour dialoguer au niveau des pays, les 6 pays voisins de l'Afghanistan, pour trouver une issue régionale au conflit en Afghanistan. Bref, inventer une forme de nouvelle intelligence du multilatéralisme en ne s'appuyant évidemment pas à recréer un ONU et évidemment pas à créer des ONU thématiques, mais bien essayer de changer la nature même, la sociologie des acteurs de ce multilatéralisme. Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionnent les cercles stratégiques, parce que c'est finalement assez simple. D'abord, on part d'un postulat, c'est qu'une démocratie, c'est par nature pacifiste, et qu'une dictature, c'est par nature belliciste. Bon. C'est pour ça qu'on a colonisé la moitié de la planète avec la Grande-Bretagne quand on était les 2 seules démocraties d'Europe. C'est pour ça que les Américains ont envahi l'Irak, et c'est pour ça que les Israéliens continuent à occuper les territoires occupés. Mais bon, c'est pas grave, tout ça, ce sont des détails, il ne faut pas s'en occuper. Ça, c'est le premier point. Donc ensuite, on en conclut que on va vous désigner les ennemis. On va vous dire quels sont les bons ennemis. Alors, c'est celui qui est le maître des horloges qui a de l'importance, c'est-à-dire celui qui génère la pensée la plus convaincante pour dire le méchant, c'est celui-là. Alors, vous dire qu'il y a un tropisme américain dans la pensée stratégique française, c'est une banalité. Je vous raconte un épisode personnel. En 2003-2004, on faisait le 2e livre blanc de la Défense. Le pilote était Jean-Claude Mallet, qui avait été mon patron à la délégation des affaires stratégiques, mais il avait constitué un groupe fantôme parce que, comme il était obligé de participer à la grand-messe où il y avait tous les chefs, et tous les chefs, c'était plus officiel que moi, tu meurs.
Donc il avait besoin quand même de se laver la tête de temps en temps, et donc il avait réuni des anciens collaborateurs, et on était peu de temps après l'invasion de l'Irak par les Américains. Donc je lui fais un papier en lui disant, mais un papier qui était, y a-t-il un risque américain ? Qui était en fait une interrogation sur le fait qu'on ne maîtrisait plus cette espèce d'évolution de l'unilatéralisme américain, et que finalement on ne connaissait pas les États-Unis, parce que comme tout le monde est allé soit sur la côte est à New York, soit sur la côte ouest en Californie, évidemment on connaît les États-Unis. On ne va jamais passer ses vacances dans le Middle West ou dans la Bible Belt. Donc je le trouvais avec un papier qui lui disait, il me dit, mais vous avez raison, simplement je ne peux pas l'écrire. Voilà. Donc là, vous avez le mode de fonctionnement des cercles stratégiques, et c'est ceux-là qui vont vous produire des choses qui sont parfois un peu paradoxales. Je vais vous en citer quelques exemples qui concernent les pays dont on parle aujourd'hui. Par exemple, la Chine. La Chine a fait moins de guerres que l'Inde depuis son indépendance, mais ça ne fait rien. Par exemple, il y a aujourd'hui ou demain un colloque, je crois que c'est à l'IRIS, sur le thème « Faut-il se méfier de la Chine ?» Alors tu dis, pourquoi pas l'Inde ? Non, c'est la Chine. Bon. Circuler, il n'y a rien à voir. Les États-Unis, c'est bien, c'est eux qui délivrent les sanctions internationales. Personne n'a proposé des sanctions internationales quand ils ont envahi l'Irak. C'est venu à l'idée de qui que ce soit de proposer une idée aussi idiote que de sanctionner les États-Unis. Pour la Russie, ma foi, le coup de la Crimée, franchement, faire un référendum pour demander aux gens ce qu'ils veulent être russes ou s'ils veulent être ukrainiens, c'est quand même quelle idée saugrenue. Nous, on l'a fait aux Comores, vous savez, quand on l'a fait avec Mayotte. Puisque Mayotte a été le seul île de l'archipel à voter pour leur attachement à la France, mais on a dit, bon, c'est pas grave, Mayotte sera française. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Mayotte, c'est la plus grosse maternité de France. Le cas de l'Iran, Arabie Saoudite, c'est paradoxal. On diabolise l'Iran, alors que les 290 morts et 900 blessés dans les rues de Paris, c'est le salafisme qui a été inventé par l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui est l'ennemi. Non, l'Arabie Saoudite, comme l'a dit le président, c'est un allié. Ah bon, très bien. Si vous avez d'autres alliés comme ça, n'hésitez pas. Donc, pour arriver au cas de la France, si vous voulez, on a effectivement cette tradition qu'on peut appeler Gaulo-Mitterrando-chiracienne, parce que quand même le dernier acte d'indépendance de la France, c'est celui-là. Et c'est vrai qu'on est avec deux forces qui sont très antinomiques, c'est-à-dire que les structures administratives sont très américanisées, ou très, en tout cas, dans la ligne de la pensée stratégique américaine, et on est véritablement validé comme un penseur important si on est labellisé dans un think tank américain. Par exemple, une fois, j'avais une discussion avec un think tank français qui me disait « Tiens, regardez ce que vous avez regardez nos relations avec les États-Unis, et dites-nous ce que vous en pensez. » Alors, il y avait le CSIS, il y avait la RAND, etc. Et je disais « Mais là, vous allez chercher aux États-Unis les gens qui pensent comme vous. » Prenez des contacts avec la American Enterprise, prenez des contacts avec l'Heritage Foundation, etc. Mais ceux-là ne pensent pas comme vous. Or, c'est ceux-là qui régénèrent la pensée stratégique, c'est ceux-là qui ont pensé l'unilatéralisme. Donc, cette espèce d'influence psychologique et universitaire de cette pensée stratégique américaine bloque une grande partie de ce mécanisme de fabrication de l'ennemi sur lequel j'ai écrit un bouquin absolument immense que je vous conseille de lire. Et donc, il n'est pas cher. Ah oui. Pour lui, chouchou. Donc, si vous voulez, cette tradition française, elle existe, elle se pérennise. Le président Macron a essayé de la régénérer, mais c'est vrai qu'on a une très grande viscosité du système français. Alors, pour revenir sur le concept du multilatéralisme, si vous voulez, moi, il y a des degrés de conceptualisation que j'arrive pas à maîtriser. Donc, le multilatéralisme, ça ne se construit que sur des structures régionales de sécurité. Sinon, si on fait du multilatéralisme où on va avoir à négocier le Kosovo d'un côté, les États-Unis de l'autre, ou l'Irak, ou l'Afghanistan d'un côté, ou les talibans d'un côté, les États-Unis, on ne sera pas dans du multilatéralisme. Il faut donc construire des structures de sécurité collective, mais enfin, on ne peut pas donner de leçons au reste de la planète, puisque quand on voit dans quel état est l'Europe de la défense, c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter sur le multilatéralisme vu par nous. Voilà. Merci.